Bonjour à tous, avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler de l'UFDI, l'Union francophone des décorateurs et architectes d'intérieur, parce que ça peut vous intéresser. L'UFDI est partie du principe que l'union fait la force, que ce sont des métiers dans lesquels on peut se sentir seul ou avoir besoin de partager. C'est donc un réseau qui accompagne les pros de la déco, qui échange avec eux régulièrement sur les best practices, qui leur offre un cadre juridique, qui rassemble des profils qui ont les mêmes exigences qualité. Donc si vous êtes un pro de la déco, ça peut être sympa de rejoindre l'UFDI qui fait tout pour valoriser votre profession. Et à l'inverse, si vous êtes plutôt un client, que vous cherchez quelqu'un, travailler avec un membre de l'UFDI, c'est l'assurance d'être accompagné par un spécialiste compétent et reconnu, un vrai partenaire de confiance comme on dit. Et ce, quel que soit le projet, coaching déco, rénovation de maisons, appartements, bureaux, commerces, hôtels, collectivités, etc. C'est vraiment une excellente initiative qui pourrait vous plaire, donc je voulais vous partager l'info et bien sûr les remercier de soutenir Décodeur. Allez, c'est parti pour l'épisode. Merci beaucoup à Tikamoon de soutenir le club depuis 3 ans maintenant. Cette marque française, implantée dans le nord de la France, engagée et durable, est pleine de valeurs en accord avec cette émission. Ce sont des meubles contemporains et intemporels, utiles et bien pensés. Ils sont à 89%, fabriqués dans un beau bois massif, sourcé, labellisé, travaillé par des artisans et monté par des ébénistes. 89%. J'insiste, mais c'est vraiment un super beau score. Le bois massif, en plus d'être solide, il a aussi l'avantage de pouvoir être réparé, recyclé, les chutes réutilisées. En plus du label FSC et d'être reconnu par un tas d'organismes, Tikamoon a rejoint le collectif 1% Force de Planète il y a quelques mois. Et la dernière news aussi, c'est qu'après Paris et Lille, ils ouvrent une boutique à Marseille. Mais évidemment, ils ont aussi Instagram et un site internet si vous voulez aller voir. Allez, bonne écoute! Bienvenue dans Le Club, une émission de Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans Le Club, je suis accompagnée de 3 chroniqueuses, Marie Farman, Violaine Bellecroix et Billy Blanquette, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle, pour parler de tout ça justement. Portraits, événements, idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club. Bonjour à tous, bonjour les filles. Bonjour Hortense. Je vous ai pris de court. Salut Hortense. Je suis très contente de vous retrouver. Pour ceux qui connaissent pas encore le club, je suis avec donc Violaine Bellecroix. Violaine, comment je te présente? Styliste, rédac chef de Marie-Claire Enfant et citoyenne engagée. Du mouvement WIT. WIT Média. WIT Média. Sur Instagram. Sur Instagram, on peut te retrouver. Marie Farman, tu es journaliste spécialisée en design. C'est ça. Et Billy Blanquette, tu es journaliste déco qu'on retrouve sur Instagram sous le même nom. Voilà, entre autres. Est-ce que ça te va? Tout entre à autres, fait. Qu'est-ce que tu veux ajouter? Journaliste et autrice. Autrice, bien sûr, mais on va y revenir. Ah oui, c'est vrai, maintenant je te présenterai là officiellement. Ouais, avec là, 2 livres. Là, 2, on peut, hein. Ouais. Ça y est. Et on dira autrice? Il faut... je m'y suis faite. Ouais, moi aussi. J'avais du mal au début, mais ça y est, je suis partie sur autrice plutôt qu'auteur. Ouais. Excellent. Alors Marie, toi, tu vas nous parler du lien entre design et surréalisme, ce grand mouvement artistique qui fête ses 100 ans cette année, je crois, et dont on va beaucoup entendre parler. C'est ça, ouais. Billy, toi, donc tu sors un nouveau livre et donc tu vas tout simplement nous le présenter et on est très contente. Après le succès de Toi et moi, tu as coécrit avec Caroline Vatelet Vers toi, donc Vers V-E-R-T, Voilà, qui absolument. est donc un livre avec plein de conseils déco, mais cette fois des idées plutôt connectées à la nature. Absolument. L'importance de la nature dans nos intérieurs. Pour se reconnecter. Très important. Et Violaine, toi, tu vas nous lister toutes ces choses inutiles qu'on peut faire dans notre maison, dans notre vie, et qui pourtant permettraient d'alléger la charge mentale et accélérer la transition écologique. Ouais, chronique utile aujourd'hui. Comme toujours.
Ça va être super. Nous enregistrons toujours dans un endroit différent. Cette fois, on est au Play, qu'on remercie, un hôtel du groupe Madeo, qui est un portefeuille d'hôtels indépendants, plutôt urbains, 3-4 étoiles dans des quartiers emblématiques de Paris. Par exemple, là, on est à quelques rues du Faubourg Saint-Honoré. Non, on est Faubourg Saint-Honoré. Pas très loin des Champs-Élysées, des galeries d'art ou des théâtres mythiques. Donc, c'est parfait quand on fait un petit stop à Paris. C'est un hôtel qui vit. Bien sûr, les clients sont là pour dormir, se reposer, se ressourcer. Tout est fait pour ça, mais on peut aussi travailler. Il y a des espaces de coworking ou se divertir. On peut suivre des cours de yoga, faire des dégustations, organiser des soirées privées. Notamment, on n'a pas vu les films, on pourra aller jeter un œil sur le rooftop, qui a l'air d'avoir une vue incroyable sur Paris, parce que comme on n'est pas très loin des Champs-Élysées. Pas mal. Et on peut même enregistrer des podcasts ou de la musique, un concert de rock, parce qu'il y a un studio d'enregistrement. Dans lequel on est. Ouais. Il y a une centaine de chambres, mais en déco, ce qui est amusant, c'est que le fil rouge, c'est la radio. Il y a plein de photos et d'affiches publicitaires sur ce thème. Il y a des vieux postes de radio, des vinyles, des livres de musique, tout ça qui a été chiné aux puces. Donc pour un podcast, c'était parfait. Voilà pour la petite présentation. Violaine, alors à toi. Alors aujourd'hui, voilà, j'avais envie de présenter la transition écologique sous un autre jour, un jour facile où vous dites pas, oh là là, tout ce qu'il faut que je fasse encore en rentrant chez moi. Donc vous allez voir, c'est mieux, c'est plus cool, c'est plus facile pour vous. Et je vous entends dire, mais arrête, c'est une galère sans nom, on va pas vivre comme nos grands-mères, je vais pas passer 107 ans à faire mes courses. Mais non, je vous prouve aujourd'hui que parfois la transition écologique, c'est plus facile que la vie de patachon industriel. Sur votre liste de courses, vous pouvez enlever de façon définitive les pommes-potes. Ah oui. Vous allégerez votre budget, réduirez votre liste de courses, ne pensez pas à priver vos enfants de fruits et de vitamines, il n'y en a pas. C'est fabriqué n'importe comment et l'emballage est plein de pifas. Mais tu rigoles, c'est truc A, Nutri-Score A. Oui, mais enfin ça... C'est ton fruit, si tu veux, pour que ton fruit il soit encore là. Il ne peut pas passer par toutes les bassines industrielles. Je t'enverrai mieux vaut lui donner la vidéo. Et puis c'est Nutri-Score A. Enfin moi je veux pas, hein, mais sur certains trucs industriels il y a écrit A. Je me dis attends, il y a un truc. Bon bref, moi je suis très méfiante avec tous ces trucs-là parce que je me dis que ce sont des outils faits par les industriels pour les industriels. Donc à mon avis il y a un moment. Willy Blanquette est d'accord avec moi. C'est pour ça que j'achète pas du C ou du D parfois, hein, parce que j'ai envie d'en bouffer. Oui. Mais je sais. Mais on sait ce que c'est, quoi. D, à mon avis, tout ça, c'est kiff. Donc, bon, vous pouvez acheter des pommes-potes si vous voulez, mais même si elles sont labellisées bio ou Déméter, je trouve que même ça, c'est pas malin, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on se dit avec cette compote ? C'est s'acheter une bonne conscience. Ah, mon fils, il a des fruits, on va goûter. Mais parce qu'il mange pas sa banane, sa pomme ou sa prume, ou sa crase, etc. Mais vous faites suffisamment de fruits à la maison, donc tout va bien. Vos enfants, ils ont pas besoin d'avoir un emballage. Si tu comptes, moi, j'ai arrêté la pomme-pote quand j'ai eu 2 enfants à l'école. Parce que ça faisait lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc, 4 compotes fois 2, 8 par semaine. Non, mais c'est une hérésie de jeter 8 emballages pour avoir, à mon avis, l'équivalent de 2 quartiers de pommes dans le truc. C'est non, pas de pommes-potes. Je vois Hortense qui est malheureuse, là. C'est vrai. Moi, je suis pas t'es pas pomme. Non, je trouve que c'est pas très bon. Et puis, c'est du plastoc, ce truc-là. C'est du plastoc. Pas fait ça dans des petits trucs. Et alors, j'ai essayé les gourdes à remplir. Très mauvaise idée, hein. D'abord, c'est du plastique, et une fois que ça s'est ouvert dans le cartable et les cahiers, j'ai un peu laissé tomber. Donc pas de pommes-potes. En plus, j'en vois partout dans les cours de récréation, ça me rend dingue. Je pense vraiment que c'est un truc que tu peux enlever de ta liste de courses, et tu vas voir, tu vas faire des économies de dingue. Ça coûte très cher. Quand tu regardes au prix au kilo, c'est de la folie. C'est pas bon, t'as déjà Pourtant, goûté ? j'achète par pack de 40, moi, tellement ils en prennent. Oui. Oh mon Dieu. En fait, dans ce que je dis là, ce qui est intéressant, c'est de déconstruire ses habitudes. Là, j'ai pris l'exemple de la pomme-pote et je vais vous en donner d'autres. Mais on vit tous différemment. Toi, t'en achètes par pack de 40 et les filles, elles en achètent pas. Ok. Mais il faut déconstruire et se dire, au début, c'est un peu casse-pied, mais tu vois pas où ça va te mener. Et puis, in fine, tu te rends compte que le marketing, il t'a emmené loin, très loin du but recherché. Et c'est ça qu'il faut comprendre en cette rentrée. En plus, la rentrée, c'est assez propice, je trouve, pour remettre un peu ses habitudes au carré. Donc, c'était le moment de vous en parler. Donc, on a dit plus de compote, pomme-pote. Vous pouvez aussi oublier définitivement les machins que tu mets dans les toilettes, là, qui diffusent un liquide bleu pour soi-disant garder les toilettes frais. Donc, les toilettes, c'est pas frais. En plus, c'est pas parce que c'est bleu que c'est propre. Ce liquide chimique composé de on sait pas quoi se retrouve dans nos nappes phréatiques pour un bénéfice client, comme ils disent, à mon avis, très incertain. Les lingettes.
Alors moi, je suis très très dure avec les lingettes. Toutes les lingettes, celles pour la poussière, les désinfectantes, les fesses des bébés, c'est n'importe quoi. Oui, mais c'est pratique, me direz-vous. Bah pas tant que ça, c'est juste un tissu humide qui doit en plus, à mon avis, être imbibé d'une tonne de polluants en tout genre. Déconstruisons ensemble l'histoire de la lingette. J'ai beaucoup entendu, pour justifier l'achat des lingettes, ah mais tu sais Violaine, en voyage avec des enfants, si jamais, en fait, ça nous fait faire plein de bêtises. Car la fois quasi unique où la couche déborde vous fait acheter pendant 3 ans des lingettes, c'est quand même une hérésie pour votre budget et pour l'environnement. Parce que ça aussi, ce sont des produits très chers. Quand tu rapportes, enfin, le paquet en soi, oui, c'est je sais plus combien, quelques euros. Mais quand tu rapportes à ce que c'est les industriels, ils se régalent de ces histoires. Donc, et puis t'as toujours un linge à mouiller ou du papier toilette dans une station-service. Enfin, t'as toujours un truc pour t'en sortir. T'as pas l'odeur. Mais attends, j'ai pas dit de te mettre les couches lavables. Tout ça. Oh là là. Non. Mais toi, après, toi, t'as J'en ai que pour la voiture, pour le chien quand il se roule dans la lingette pour la poussière, par exemple, on a tous des tonnes de chiffon chez soi. Et puis, si vous en avez pas, un vieux t-shirt dans le sac destiné aux bornes relais. D'ailleurs, tout ce qui est dans les bornes relais, visiblement, quand c'est pas de la bonne qualité, ça se retrouve sur les plages au Ghana. Enfin, bon, parenthèse. Vous les déchiriez et zou, vous avez des chiffons. Il y a même des solutions pour les imbiber dans un bocal avec du vinaigre et de l'eau pour avoir des lingettes maison. Moi, je le fais pas, perso, je prends juste un chiffon, mais il y a plein de... Là, tu nous rajoutes de la charge mentale. Là, c'est les recettes de Minimal Quotidien. Effectivement, je suis un petit peu sortie de mon scope, c'est peut-être une charge mentale supplémentaire. Oubliez tout ça, mais oubliez les lingettes. Dont, dans la salle de bain, le gel douche, par exemple. Moi, j'en ai acheté des litres et des litres, mais bon. Mais même en format familial, même bio, en fait, ce que vous achetez, c'est de l'eau. C'est de l'eau, donc c'est lourd. Vous le portez dans votre sac là, ça pèse je sais pas combien. Donc vous l'avez pris une fois dans le rayon, une fois dans le caddie, une fois sur le tapis, une fois dans ton caddie, une fois chez toi. Si t'habites au 6e sans ascenseur, tu vois les muscles que tu t'es fait avec ce truc où il y a juste des agents lavants et de l'eau et l'eau t'en as chez toi. Donc des savons. En plus aujourd'hui tu trouves des savons pour tout, qui mousse pas, bio pas bio, ce que tu veux, mais un savon. Bio, ce serait mieux. Enfin, je veux pas vous rajouter de charge mentale aujourd'hui. Après, t'as les recharges éventuellement. Ça, oui, mais c'est toujours de l'eau. Oui, c'est toujours de l'eau. Et en fait, ça m'énerve un peu cette histoire de recharge parce que tu as ton bidon. Donc, t'as ton bidon lessive, je fais en ça, plastique. Oui, mais alors après, je vais racheter un truc en plastique pour mettre un truc. Ouais, mais la lessive, tu peux l'acheter en poudre aussi. C'est toi qui rajoutes l'eau, par exemple, sur l'alchimiste. T'es pas obligé de la faire, par exemple. Ouais, ça, c'est cher. Mais comme t'as économisé sur les pommes potes, c'est bon. On sait bien qu'il faut lutter contre les emballages. Évidemment, le vrac, c'est mieux. Mais déjà, si vous pouvez rayer de vos achats, la bouteille de lait en plastique, elle prend plus de place dans votre poubelle, elle est toute en plastique, elle n'a rien, enfin, en quoi elle est mieux qu'une brique de lait sans bouchon en plastique? Il n'y a pas de, voilà. Bon. Alors moi, je vous conseille la brique, vous pouvez l'aplatir, c'est du carton, ça se recycle quand même vachement mieux. Parce que y a aussi ça après, c'est comment on recycle. Idem pour le sucre en poche plastique, vous voyez là, ce truc. Je comprends pas ce concept. T'achètes peu de sucre dans une grosse poche en plastique, tu peux rien en faire après. Enfin, voilà. Et t'as du mal à en trouver dans des poches en carton, Moi, j'ai du mal, Mais il y en a. Mais il y en a pas tant que ça. Non, maintenant dans les supermarchés, c'est que ce format-là. Ouais. Mais c'est vraiment dommage parce que le carton se recycle quand même mieux que le plastique et à fabriquer, c'est quand même moins la cata. Donc, tous ces trucs-là, c'est des petites choses que vous pouvez faire sans changer de supermarché, en fait. Juste, je prends une brique de lait ou je prends une bouteille de lait ou je prends une brique de lait avec un bouchon en plastique. Ouais, je vais prendre une brique de lait. Voilà, c'est... Et à mon avis, pareil, financièrement, vous en sortez beaucoup mieux. Je finis par le sopalin, auquel j'ai vraiment trouvé un seul usage, c'est éponger les frites. Sinon, vraiment, dans la plupart des cas, je comprends pas pourquoi on a du sopalin, parce que là, le chiffon, si tu mets un torchon sous tes frites, ton torchon, il est foutu. Il sent la frite jusqu'à la fin de ses jours. Le sopalin. C'est juste de la flemme. Ouais. Et j'ai remarqué qu'en plus, cette flemme, à ça s'ajoute les gens qui prennent du sopalin, ils prennent 4 feuilles. Tu sais, autour de la main, là. Bam, bam, bam. Non, c'est beaucoup trop. Prends-en une, peut-être. Cet été, on m'a proposé du sopalin pour vider un melon. Et je dis, mais pourquoi faire? Comme ça, tu mets les graines dans le sopalin, puis boum, à la poubelle. Moi, j'ai envie de pleurer. Des morceaux de sopalin dans ton J'ai envie de plus, pleurer. Et je me dis que vraiment, la plupart du temps, on peut l'oublier. Et si vous voulez pas l'oublier pour un usage ou un autre, moi, j'ai un rouleau de sopalin que j'utilise, mais avec parcimonie. Enfin, une feuille sous mes frites, de temps en temps. Et pas 5 feuilles à sortir pour tout et pour rien.
D'ailleurs, vous regarderez dans les fonds de sac de pique-nique des enfants, ce qui reste toujours, c'est les feuilles de sopalin qu'on a mis vrai, en pensant qu'ils allaient s'essuyer la bouche. Et non, jamais. C'est tellement vrai. Non, ils font pas ça. Bref, la liste est longue et aujourd'hui, évidemment, elle n'est pas exhaustive, mais il y a plein de petites choses que vous pouvez faire pour alléger et votre porte-monnaie et votre charge mentale, parce que finalement, c'est plein de trucs en moins à acheter, à porter, à ranger, à refiler. C'est casse-pied tous ces trucs-là. Et avec tout l'argent que vous avez économisé, vous pourrez vous offrir le nouveau bouquin de Billy Blanquette, Vers toi. Oh, la transition. Ça, c'est une belle transition écologique. Bah écoute, tu sais quoi, moi je fais tout. J'ai supprimé tout ce que tu viens de dire. Ah, c'est super. Tout. Et ben j'ai toujours autant de charge mentale. Ah. Donc il va falloir refaire une chronique. Non mais c'est sûr que t'as... Moi j'ai tout ce que t'as dit. Je mets à l'aise les auditeurs ou auditrices. Bah, évidemment. Et d'ailleurs, il y a pas du sopalin, il y a pas de jugement. Non, mais il y a pas de jugement. Je sais, non, mais c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Mais non, mais il faut juste déjà. Je pense qu'il y en a qui pensent même c'est juste pas. ça. C'est juste quand tu fais tes courses, au lieu de, parce que on pense, enfin, je veux dire, chacun a son prisme. Il y en a, c'est le prix. D'autres, en ce moment, pour beaucoup de gens, c'est le prix. Hein. C'est quand même très très cher maintenant de se nourrir. Ça a beaucoup augmenté. Donc, en fait, moi, j'ai commencé par le prix, hein, moi. Et puis les emballages. Le prix, les emballages. Et puis, au final, tu trouves que t'es gagnant. Mais c'est juste des petites choses à... Non, mais t'as tout à fait raison. Hein. Tu le fais pas tout d'un coup. Tu vois, tu fais d'abord le sopalin, après les lingettes. Je finirai par les pommes-potes si tu finiras par les pommes-potes et tes enfants auront 18 ans, donc tu seras tranquille. Grandi, tu verras, voilà. Bon, enfin, je dis ça, moi je prends pas de pommes-potes, mais je file un pitch, donc il y a du plastique autour. Pareil. C'est de la merde. Le goûter emballé, c'est pas possible. Le goûter emballé, c'est pas possible. Ouais, ça je le fais moi, tu vois. Donc, mais moi, mes enfants, ils veulent plus de goûter parce que le dernier, il m'a dit qu'il avait trop la honte. Pareil, moi aussi. Ils trouvent que leur goûter sont Mais tant pis, je lui en donne pas. Ah, toi, tu donnes pas. Ah, tu veux radical. dire parce que tu donnes quoi, des trucs maison, toi? Bah oui, mais ils trouvent que c'est la honte. Ah, c'est la honte d'arriver le gâteau au chocolat, le machin, le truc, ouais. Tous les autres, ils ont des trucs 10 fois mieux. Ils veulent des pitchs et des trucs en plastique trucs, là. qui font paf quand t'exploses dessus. Donc parfois, je lui donne du gâteau au chocolat, il l'échange contre un pitch. Exactement. Tant pis, c'est pas moi qui ai acheté l'emballage. Bon, Laetitia, t'as vu que ton micro est vert? Oh oui. Quel hasard. Vers toi. Et il est vers moi en plus. Oh là, c'est énorme, c'est un signe. Alors à moi. En effet, on vient donc d'écrire pendant quelques mois un deuxième livre avec Caroline qui sort le 2 octobre prochain, donc dans quelques jours, puisque voilà, et qui s'intitule Vers toi, de la connexion à la nature vers l'équilibre intérieur. Donc vous n'êtes pas sans savoir que je voulais suffisamment rabâcher ici que on avait écrit un premier qui s'appelait Toi et moi et qui parlait de la psychologie de nos maisons et du rapport qu'on entretient avec elles. Nos maisons qui sont vraiment le miroir de notre inconscient. Et cette fois, on est parti du constat, que l'on fait tous d'ailleurs, que la période que nous vivons nous amène à rechercher du sens au plus proche du vivant et que cette quête passe beaucoup par l'intermédiaire de la nature dont nous avons tous besoin de nous rapprocher. Il n'y a qu'à voir le nombre de gens qui quittent les villes, comme notre amie Violaine, pour des coins plus verts ou bleus, plus authentiques et qui s'échappent dès qu'ils peuvent hors des villes, du béton et du bruit. C'est vrai que pour la plupart d'entre nous, nos journées se déroulent dans un environnement quand même très appauvri. En fait, on se rend même pas plus compte. C'est comme les emballages et tout ça, appauvri en nature et donc en énergie. On a petit à petit écarté la nature de notre quotidien. On ne marche plus sur de la terre, mais sur du béton. On vit en permanence avec des lumières artificielles. On est entouré de constructions. Et je vous passe toutes les pollutions électromagnétiques, ondes du téléphone, Internet, etc. Ça, on est bien connecté à nos téléphones et à nos ordinateurs dans un monde de plus en plus tourné vers la technologie. Mais par contre, on s'est petit à petit totalement déconnecté de nos sens et de l'essentiel. Donc, on est tous en quête de sens. Bref, avec tout ça, on a perdu la capacité et l'habitude de ressentir, en fait, notre environnement. On réfléchit pas, c'est ça, alors qu'il a un réel impact sur nous. D'ailleurs, on a perdu
notamment les connaissances et l'importance de tous les cycles de la nature, des saisons aussi, les fruits et légumes, on les mange n'importe quand d'ailleurs, et des éléments qui nous entourent, comme le bois, la terre, l'eau, etc., dont on parle dans le livre. Donc, si notre maison et notre déco ne sont plus en mesure de nous apporter une bonne qualité de chi, le chi, c'est donc l'énergie, eh bien, petit à petit, on perd notre vitalité et on vit à l'encontre des cycles de la nature, et donc on ne respecte plus notre équilibre de base. Donc, voilà, on était dans une société jusque-là où on était vraiment dans l'avoir, et petit à petit, on a quand même de plus en plus, et le Covid a dû faire quand même un petit électrochoc, on a de plus en plus envie d'être. Les gens, ils sont tous en quête de sens. C'est vrai que quand tu parles avec les gens, ils sont là, oui, ça n'a pas de sens, il faut que je donne un sens, etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on avait envie d'expliquer avec Caroline, comment la nature peut être notre guide et comment, en se reconnectant à elle, on peut retrouver plus d'équilibre et d'énergie dans notre vie. Est-ce que tu veux redire juste une petite phrase sur Caroline Vatelet ? Son métier. Alors Caroline, effectivement, oui, tout à fait, tu fais bien. Caroline, elle est spécialiste en feng shui, en décoration feng shui. Elle fait de la géobiologie aussi, et elle s'occupe vraiment d'harmoniser les intérieurs. Elle connaît les maisons quand elle rentre dedans. Elle sait presque comment respire la maison. Elle sent, les énergies. Elle sent les choses, c'est dingue. Elle a vraiment un don pour ça. Et voilà. Et du coup, notre rencontre a fait qu'ensemble, voilà, on s'est pas mal complété, et que moi je raconte un peu l'histoire, mais c'est elle qui est encore plus à même de vous parler de tout ça. Donc là, dans le livre, on a décortiqué un des grands principes du Feng Shui, qui est celui qu'on appelle l'équilibre des éléments, et qui va permettre de créer ce pont entre la nature et nous. L'idée du bouquin, c'est vraiment de vous apprendre à travailler sur l'alchimie énergétique de votre lieu de vie, qui repose donc sur le bon choix des formes et des couleurs et des matières. En fait, c'est vraiment comme avec notre corps, à qui on veut donner une alimentation équilibrée. Là, c'est de la déco. Voilà, on met une déco équilibrée pour nous nourrir en énergie. Alors, dans les grandes lignes, comment ça fonctionne ? Eh bien, en se basant donc sur le cycle naturel des éléments qui nous entourent dans la nature, que sont l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal, on explique comment ils vont interagir entre eux dans la nature et dans la maison. Donc, je vais essayer de vous raconter dans les grandes lignes de quoi on parle un peu plus précisément dans le bouquin, qui fait quand même plus de 300 pages, donc il y a de quoi s'occuper. Le premier chapitre, c'est vraiment, je le précise parce que au début, il peut paraître un petit peu, pour ceux qui aiment moins le côté technique du Feng Shui, il est assez technique, mais en même temps, c'est comme ça qu'il faut qu'on comprend en fait le rapport qu'il y a entre entre la nature et notre déco, que ce soit au niveau des saisons et de l'énergie plutôt vive ou douce dont on a besoin selon la période de l'année. On y parle aussi du Tao, qui est le centre de la maison, qu'il est vraiment important de choyer, vraiment le centre, le milieu de la maison. C'est hyper important de le choyer parce que c'est vraiment lui qui va déterminer l'atmosphère générale des lieux. On aborde aussi un truc qui apprend tellement de trucs, qui s'appelle le Bagua, qui est vraiment un outil génial pour analyser l'énergie d'un lieu et qui est une grille de lecture qui représente symboliquement tous les secteurs de notre vie et qui définit quel élément et donc quelle déco il vaut mieux adopter dans une partie, un secteur de la maison pour bien le nourrir et le dynamiser, selon que tu es au sud, est, ouest, etc. Et c'est vachement sympa. Et en plus, on a travaillé avec une illustratrice qui nous a bien aidé pour faire comprendre les choses de manière simple, avec des cas concrets, avant, après, pour l'appliquer chez soi facilement et sans refaire toute sa déco, parce que c'est vraiment le principe, comme avec le premier livre. Hein. L'idée, c'est pas nous de montrer les tendances et d'aller acheter des trucs, c'est qu'est-ce qu'on a dans la maison, mais comment on peut l'équilibrer. Il y a rien de nouveau à acheter, on fait avec ce qu'on a. Et on explique donc bien évidemment ce qu'est ce cycle des éléments. Donc, dans la déco, c'est comme dans la nature, on a le même équilibre et en tout cas, il faut tout faire pour le créer. Et en fait, c'est une question de bon sens. Chaque élément, il nous apporte une énergie particulière, un soutien physique et énergétique, mais aussi émotionnel. Donc, je rentre dans le détail. Le bois, pour pousser et vivre dans la nature, il a besoin d'eau. Donc, l'eau nourrit le bois. Le bois, lui, il nourrit le feu. Pour faire du feu, on a besoin de mettre du bois. Le feu, je vous sens très
concentré. Oui, Le feu, avec ses cendres, il nourrit la terre. La terre, elle engendre le métal. Et enfin, le métal, avec ses minéraux et ses oligo-éléments, il nourrit l'eau. Et la boucle est bouclée. Eh bien, en fait, c'est ce qu'on vous explique dans le livre. C'est exactement pareil dans la décoration. Par exemple, je vais faire un exemple grossier, parce que évidemment, il y a 300 pages, donc je peux pas tout rentrer dans les détails. Mais quand vous rentrez dans une pièce qui est toute blanche, donc c'est ce qu'on appelle l'élément métal, le blanc. Donc une pièce toute métal, ça va être une pièce qui va être blanche avec de la moquette grise, avec des meubles laqués taupe, et puis des trucs métalliques. Voilà, ça va être hyper blanc, hyper froid finalement. Et donc ça va renvoyer quelque chose qui est assez pas réconfortant. Et donc qu'est-ce qui dans la nature, qu'est-ce qui nourrit le métal, c'est la terre. Et donc là, tout bêtement, il suffit de rajouter des éléments de couleur terre. Donc, sur le canapé blanc, on va mettre des coussins terre, on va mettre une ou deux céramiques, un peu de terre cuite, idéalement un sol, je sais pas, en travertin ou n'importe quoi. Et là, d'un seul coup, ça va équilibrer ça va venir réchauffer et ça va apporter l'équilibre qui manque à cet endroit. Donc vous expliquez ça dans le livre ? On l'explique, mais dans les détails, parce que sinon, si on racontait que ça serait pas très... Donc, ça, c'est un exemple très grossier, on va dire. Mais on explique évidemment très en détail avec plein de photos d'ambiance à l'appui, des illustrations avant-après, des schémas et des très jolis moodboards, puisque c'est très joli pour que ce soit simple, agréable et pas redondant. Parce que, donc, comme pour le premier livre, on a vraiment essayé de faire une sorte de guide dans lequel on va piocher des idées, des inspi et pas un gros pavé indigeste avec du texte et encore du texte. Donc ensuite, après ce chapitre quand même assez technique, on a fait, il est calqué un peu comme le premier. On a fait 5 autres grands chapitres qui sont classés par éléments, donc l'eau, la terre, le feu, le bois, etc. Et à chaque fois, on fait une intro qui explique les caractéristiques et ce que représente chaque élément au niveau énergétique et par conséquent ce qu'il va vous apporter. Ensuite, on détaille pour chaque élément les couleurs qui lui sont associées. Par exemple, tous les bleus et les noirs pour l'eau, toutes les couleurs ocre, terre, etc. On en donne une quinzaine à peu près par élément. Puis, ce à quoi l'élément va correspondre aussi dans la déco. Par exemple, les fleurs, le liège, les fibres naturelles dans une maison, c'est l'élément bois. La céramique, le travertin, la pierre, la brique, c'est la terre. Une cheminée, des lampes, c'est le feu. Les miroirs, c'est le métal. Le verre, c'est l'eau, et ainsi de suite. Et bien sûr, il y a beaucoup de photos d'intérieur que votre serviteur a prises avec amour dans tous les intérieurs qu'elle a visités. Bah oui, je suis votre serviteur. Servitrice, non? Bah je sais pas comment on dit, serviteuse. Servante? Votre bonne. Non, je sais pas comment on dit. L'autrice, votre autrice préférée, voilà. Et enfin, il y a des zooms sur des thématiques selon les matériaux. Dans le chapitre de la Terre, par exemple, on va explorer les cristaux, puisque les cristaux viennent de la terre, dans la maison. On vous donne des conseils pour chaque pièce. Dans celui sur l'eau, on parle de la purification par l'eau et de l'importance de celle-ci dans une maison. Dans le chapitre du bois, on aborde par exemple les plantes dépolluantes et les différentes essences de bois, ou les maisons passives aussi. Dans le feu, on va parler de l'importance de la lumière et des ampoules électriques et des écrans, etc. Et aussi de la manière dont on peut chauffer sa maison au soleil. Et dans celui sur le métal, on explique les différents métaux dans la déco, les objets métalliques qui sont porte-bonheur, parce que tu as pas mal de trucs comme ça, des gris-gris porte-bonheur dans métallique, et ceux qui produisent des sons aussi, qui vont dynamiser le chi. Bon, ça, c'est des trucs un peu plus, oui, pour les passionnés de Feng Shui. Bref, c'est un doux mélange de plein de choses pour apporter une vraie connaissance de tout ce qu'on a à portée de main dans sa maison et du bien-être que ça peut nous apporter si on sait où les mettre et comment. Et puis pour terminer, on a fait pas mal d'interviews pour approfondir le sujet. On a rencontré par exemple une réflexologue, Gwen Libouban, qui nous a parlé de notre rapport à la terre et donc de l'importance de l'ancrage. On a parlé avec un homme qui travaille le bois de manière très différente et introspective. On a rencontré la directrice du musée des Arts Déco de Bordeaux, qui nous a parlé de l'évolution de la nature dans l'art. On a parlé matière avec Ariane Dahl, la directrice artistique des textiles Elitis, et on a évidemment parlé de géobiologie
et des pollutions électromagnétiques et plein d'autres surprises. Vous verrez. Enfin, si vous avez envie de l'acheter, bien sûr. En tout cas, ce que je peux vous dire, en toute honnêteté, mais vraiment, c'est que ça fait quand même un paquet de temps que je travaille dans la déco, depuis plusieurs décennies, sans vous dire mon âge, et que j'ai énormément appris en écrivant ce livre, comme j'avais déjà pas mal appris, mais bon, Caroline m'apprend beaucoup de choses, en fait. Ça m'a ouvert une nouvelle porte vers encore une nouvelle façon de décorer pour être bien chez soi, avec soi. C'est vraiment une manière de se reconnecter à soi et d'aller, en somme, vers soi. D'où le titre, Vers toi. Et n'oublions pas que la nature, c'est notre toute première maison, que c'est notre terre-mère dont nous faisons tous partie, qu'elle nous nourrit, nous réconforte et que, en fait, plus on se rapproche d'elle, plus on reste connecté au monde réel et plus on la respecte. Du coup, ça me donne envie de terminer par la citation qu'on a mise en ouverture du livre et qui est de Cicéron. « Si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarerons jamais. » Amen. Super. Et, Vers toi, vous avez mis du temps à trouver ce nom pour le livre ? On a mis plus de temps. C'était pas, l'éditeur était moins fluide que toi et moi. Ouais, avait peur que ce soit moins évident que toi et moi. Mais finalement, on est contente de notre titre, oui. Ouais. Voilà. Et beaucoup de succès à ton livre qu'on a pu voir et qui est très épais, qui est très fourni, très argumenté et qui est un mix à la fois, soit souvent les livres comme ça qui pourraient être un peu théoriques, il y a trop de théorie, il n'y a pas assez de photos, soit parfois on est un peu déçu dans les livres de déco, il y a trop de photos, ça manque d'arguments, je sais pas comment on dit, et là vraiment c'est hyper complet et comme tu dis, entre les illustrations, les comment on dit, les pros qui interviennent, là, comme tu dis, les réflexologues, les matières, et en même temps c'est un ton très, on apprend plein de choses et c'est un ton qui est très accessible. Voilà, t'aurais pu faire ma chronique. Mais non, mieux. Je te félicite. T'es trop sympa. Je te souhaite beaucoup de succès. T'es trop sympa, merci. Alors Marie, à toi, on change complètement d'univers. On change un peu d'univers, mais on reste pas non plus trop éloigné. Je vais vous parler des influences du mouvement surréaliste sur le design. Cette année 2024 marque l'anniversaire du mouvement surréaliste, qui fête ses 100 ans. Et plusieurs expositions célèbrent cet anniversaire, parmi elles, celle qui a lieu en ce moment au Centre Pompidou, à Paris, jusqu'au 13 janvier, donc ça vous laisse un peu de temps pour aller la voir. On peut y admirer des œuvres d'artistes vraiment emblématiques de ce mouvement, comme Dali, Magritte, De Chirico, Mark Hens, mais aussi des surréalistes femmes qui sont moins connues et beaucoup moins représentées, comme par exemple Dora Maar ou Leonora Carrington. Cette grande exposition au Centre Pompidou a un peu lancé les festivités et permet de remettre la lumière sur ce mouvement artistique très fort qui a marqué l'histoire de l'art, avec bien sûr son univers complètement loufoque, un grand intérêt pour l'inconscient humain, l'imaginaire, les mythes, le rêve. Il faut dire que les surréalistes sont des contemporains des recherches sur le rêve de Freud. Ils savent comment le rêve joue un rôle essentiel sur l'exploration de l'inconscient et de la psyché humaine, ce qui va être une source d'inspiration principale pour les surréalistes. Donc il en a découlé un certain type de représentation dans leurs tableaux ou dans leurs œuvres, parce que ça peut être aussi la littérature, comme les déformations, les objets mous, les objets qui fondent, les trompe-l'œil, les proportions un peu décalées, les références oniriques, pas dénuées aussi d'humour. Il y a pas mal d'humour dans le mouvement surréaliste et dans les intentions des divers artistes. Et bien sûr, tout ça, ça a énormément marqué et inspiré les créatifs par la suite, des décennies après, encore aujourd'hui. C'est un mouvement qui a une influence vraiment majeure sur l'art et le design, mais c'est aussi un art de vivre, une véritable révolution culturelle. C'est plus qu'un mouvement artistique, ça a vraiment infusé plein de domaines. Donc aujourd'hui, je me suis demandé comment ce mouvement a imprégné l'imaginaire des designers et surtout, qu'est-ce que c'est un imaginaire surréaliste ? Par exemple, lors de la Design Week parisienne, qui a lieu au début du mois de septembre, il y a une marque qui s'est relancée, parce que c'est une marque mythique qui existait depuis longtemps, qui s'appelle BD Barcelona. Donc cette marque, elle a été fondée en 72 dans une boîte de nuit par une bande de jeunes architectes et designers de Barcelone qui avaient envie de montrer et de vendre les créations de leurs amis un peu de façon très libre. Mais surtout, dans cette bande, il y a un certain Oscar Tusquets, alors je ne sais pas si c'est vraiment la bonne prononciation, qui est un ami et un proche collaborateur de Salvador Dali, avec qui il fait du mobilier. C'est une facette de Dali qui est moins connue. On connaît évidemment beaucoup ses tableaux, mais moins le fait qu'il ait aussi fait pas mal de mobilier. Alors c'est du mobilier qui découle de ses tableaux, donc soit c'est du mobilier qu'il a peint et qui fait après en réalité, soit c'est vraiment il y a quand même un lien direct avec sa peinture. Et cette marque BD Barcelona a donc aujourd'hui toujours les dessins et les droits d'éditer les meubles de Dali,
donc vous pouvez trouver dans leur catalogue pas mal de pièces, une dizaine, je dirais. Et récemment, les fondateurs ont redécouvert dans les réserves un rare prototype d'un canapé Dali Lips, qui est ce canapé qui date de 1938, qui est énorme. Voilà, une énorme bouche qui était, je pense, créée pour un théâtre à l'origine. Et donc c'est très emblématique de cette intention surréaliste. D'ailleurs, il a été soit énormément copié derrière, soit des rééditions hommages à ce canapé. Mais à la base, c'est quand même un canapé qui est sorti de l'imaginaire de Salvador Dali. Donc ce canapé a été montré pendant la Design Week par cette marque, BD Barcelona. Mais il propose aussi des tables sculptures de Dali, dont beaucoup inspirés de ses tableaux, des tables de nuit en forme de mouton, des fauteuils qui s'appellent le personnage invisible. Tout un imaginaire un peu complètement décadent et loufoque qu'on peut connaître de Salvador Dali. Mais effectivement, revoir son mobilier, c'est quelque chose qui est un peu moins connu. Donc, vous l'aurez compris, la liberté et l'inventivité de ce mouvement a incité beaucoup de créatifs et de designers à explorer de nouveaux territoires imaginaires, à être peut-être plus subversifs et à créer des meubles et des objets qui défient les conventions. C'est une sorte de lâcher-prise où finalement, ils se laissent complètement guider par leur inconscient, des choses qui sont pas forcément utilisables ou utilitaires, mais qui ont une intention un peu décadente comme ça. Donc, qu'est-ce qui reste aujourd'hui du surréalisme, 100 ans après ? On peut encore opérer chez certains designers contemporains cette influence. Et finalement, c'est une invitation à repenser notre relation aux objets et à célébrer un imaginaire sans limite, parfois même sans censure. Et j'ai trouvé quelques exemples, par exemple, aujourd'hui, qui rentrent un peu comme ça dans cet imaginaire. J'ai pensé au travail de la designer et artiste Laetitia Jacton. Alors, Laetitia Jacton, elle fait des vases en verre soufflé qu'elle associe à de la pierre, et la base du vase en verre où on met ses fleurs ou ses végétaux dégouline comme ça sur son socle en pierre, se répand. Donc c'est un très beau travail de verre soufflé, mais ça rappelle complètement le tableau des montres molles de Dali, qui sont ces horloges et ces montres qui comme ça dégoulinent dans son tableau. C'est vraiment, moi je trouve, peut-être que c'est pas voulu, mais en tout cas c'est très très inspirant. On peut vraiment faire le parallèle. Dans un autre registre, il y a une jeune marque qui s'appelle Alia Vitae qui réédite les lampes Dora qui ont été à l'origine créées par un designer français des années 70 qui s'appelle André Cazenave. Donc c'est des gros galets ou des gros cailloux qui sont lumineux, un peu comme sortis d'un rêve avec une texture très particulière. C'est assez gros. Alors c'est pas vraiment un trompe-l'œil parce qu'on voit tout de suite qu'il s'agit d'une lumière d'une lampe et pas d'un caillou, d'un vrai caillou. Mais ça interpelle quand même. C'est assez gros. Comme ça, vous le disposez un peu chez vous, comme si vous tombiez sur un gros caillou lumineux. C'est très onirique. C'est un peu déconcertant aussi. C'est une pièce de design qui est assez connue, on peut la trouver en version vintage, mais aujourd'hui elle est donc rééditée par ce tout jeune duo d'éditeurs qui la propose même en version outdoor, donc une première. Là c'était pour les designers ou deux designers, mais on peut aussi trouver l'influence surréaliste chez beaucoup de décorateurs et d'architectes d'intérieur. Il y a des univers qui sont très infusés et habités par ces références surréalistes. On peut citer par exemple le travail de Vincent Darré, qui a un mélange d'excentricité et d'humour avec des décors qui sont volontairement très fantasmagoriques et théâtraux. Il y a quelques années, par exemple, il a fait une collaboration avec Monoprix qui a très bien marché, pour qui il avait dessiné des pichets en forme de poussin, une théière en forme de cygne, et lui-même s'est construit un personnage un peu surréaliste comme ça, une espèce de néo-Dali, complètement loufoque, mais qui a un univers vraiment très, très inspiré et vraiment basé sur l'imaginaire. Dans un autre registre, on peut aussi parler de l'univers d'Uchronia et de son jeune fondateur Julien Seban, auquel tu avais consacré un épisode, Hortense, il y a quelque temps. Il a lui aussi un imaginaire qui est assez singulier, très coloré, et qui appuie quand même le curseur du surréalisme. Pendant la Design Week parisienne, justement, il présentait dans la cour de l'Hôtel de la Marine un grand lit à baldaquin, complètement fantasmé, très coloré, démesuré. Et là aussi, on brise les codes, on s'amuse, on laisse l'imaginaire aller dans tous les sens, même si ça n'a pas vraiment de fonction ni de destin, en fait. J'imagine que ce lit va pas forcément être acheté par quelqu'un. Mais on laisse complètement son imaginaire flotter, divaguer. Donc des influences surréalistes, on peut en déceler vraiment dans le travail de beaucoup de créateurs, et d'ailleurs on peut les voir un peu où on veut, ces influences surréalistes. Mais ces quelques exemples que je viens de vous donner témoignent que 100 ans après, le surréalisme, au-delà d'être un courant artistique majeur, il a été aussi très fondateur d'un imaginaire libéré, et je pense qu'il continuera encore à inspirer très longtemps, à être réinterprété, tant les différentes portes d'entrée sont possibles, et surtout les espaces de liberté sont très nombreux. Voilà. Ouh, magnifique sujet.
Je ne savais pas qu'il y avait... je suis nulle ou quoi? J'avais pas suivi l'expo, moi. Si, il y a ça. Et après, il ferme jusqu'en 2026 ou un truc. 28. Il ferme hyper longtemps, là, Beaubourg. 5 ans, pourquoi? 5 ans. Pour gros travaux. T'es allé déjà au musée Dali à Figueras? Non, jamais. Extraordinaire. Il paraît. Extraordinaire. Pourtant, c'est un voyage. Pas trop, moi non plus, je suis pas fan. Non, mais c'est dingue. Et sa maison à Cadaqués, c'est fabuleux. Moi, j'ai adoré visiter. Ouais. Et avec les enfants d'ailleurs, à faire avec des enfants. C'est très parlant pour les enfants. D'ailleurs, l'expo à Beaubourg, c'est une expo tout à fait à faire avec des enfants. Je vais peut-être y aller, tiens, bonne idée. Oui, bonne idée. Très intéressant. Merci beaucoup, Marie. C'était 3 sujets quand même très différents. Merci beaucoup, les filles. Et à bientôt. Quelqu'un veut ajouter une chose? À la prochaine. J'ai pas envie de vous quitter. J'ai envie de broder. À très bientôt. Sans pomme-pote, oui. Bon, ça, c'est pas dans ton sac, on va vérifier. Allez, merci beaucoup à tous pour votre écoute. Ciao. Merci, les filles. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.